Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois. Et si finalement le match le plus important de cette fin de saison, c'était celui-ci. Stade Brestois 29, 4e de Ligue 1, reçoit l'Olympique de Marseille, 8e de Ligue 1 en clôture de cette 23e, 24e journée de Ligue 1. Un match qui peut permettre à Brest de se rassurer après une contre-performance à Clermont et surtout de confirmer potentiellement une destinée européenne, en tout cas la route vers une destinée européenne. Du côté de Marseille, l'enjeu est finalement pas simple et pas banal non plus, puisqu'il s'agit pour Marseille d'éviter de se retrouver à 10 encablures de Brest. Scénario absolument fou en début de saison, mais qui aujourd'hui est à portée de main. Alors, est-ce que ça va suffire pour parler de match de la saison pour les deux équipes ? On va en discuter notamment avec Bilal, supporter marseillais et commentateur des matchs de l'Olympique de Marseille pour différents médias locaux que nous avions déjà reçus au match aller et que j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois. On va commencer directement. Bilal, toi qui commentes l'OM, ça fait quand même plusieurs semaines que tu n'as pas commenté une victoire de l'OM. 7 matchs sans victoire, 6 matchs nuls et une défaite, toutes compétitions confondues. Un recul progressif au classement en Ligue 1. Mettons les pieds dans le plat. Est-ce que ce dimanche, la victoire est impérative pour Marseille ? Oui, on reste sur 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, avec pas mal de chamboulements, beaucoup de joueurs qui sont partis à la CAN, beaucoup de joueurs importants blessés. On traverse vraiment la spirale négative et le match face à Brest pourrait sonner comme une rédemption pour ce groupe qui, on a l'impression, qui est au bord de l'implosion avec un entraîneur qui semble désabusé. On est proche de ce qu'on a l'habitude de connaître sur Marseille quand tout va mal. C'est à deux doigts d'exploser entre le coach, les joueurs et les supporters. Donc le match face à Brest, je ne sais pas si c'est le match le plus important de la saison, mais par contre ce sera vraiment un match révélateur sur la fin de saison, parce qu'il il peut se passer qu'en fait Marseille soit tellement distancé que la saison sera quasiment terminée en championnat et tous les efforts seront concentrés exclusivement sur la Coupe d'Europe. Donc oui, match vraiment, vraiment décisif, match vraiment très, très, très important pour la confiance, pour l'équipe, pour le club, sachant que Brest est à 37 points et l'OM à 30 points. En cas de victoire à Brest, tu recollerais un petit peu dans le peloton de tête, pardon. Donc ça va être vraiment un match très très tendu. Alors, je dévoile l'envers du décor. On échange, on est le vendredi 16 février, donc Marseille a joué hier face à Donetsk. Match nul de partout, à l'extérieur. Donc, l'OM reste en course en Europe. En championnat, on l'a dit, certes, l'OM est en méforme et n'est virtuellement plus européen, mais n'est finalement pas si loin que ça des places européennes. Et pourtant, on a l'impression d'avoir un club marseillais complètement fracturé, avec un divorce qui est plus qu'entamé entre les supporters, les joueurs, la direction, le staff. Qu'est-ce qui se passe à Marseille ? C'est un match qui représente parfaitement ce que l'on vit cette saison avec l'OM. Euh, il y a quasiment d'une dizaine de matchs cette saison et des matchs charnières où des buts sont encaissés dans les dernières minutes. Je repense à Nantes, je repense à Metz, je repense au Panathinaikos en Coupe d'Europe, récemment à Strasbourg. Donc il y a 7 ou 8 matchs qui se terminent très très mal. En Coupe d'Europe, c'était pareil face à Brighton. À l'Ajax, c'était pareil. Donc cette équipe-là, elle est très très fragile mentalement. Et en grande partie, c'est lié à un mercato estival et à une transition estivale qui a totalement foiré, quoi. Comme on dit, la mayonnaise n'a pas pris du tout.
Et en fait, ça a généré des grandes tensions à Marseille entre les groupes de supporters et la direction actuelle. Les groupes de supporters reprochent à l'actionnaire principal de n'être jamais présent. Et les groupes de supporters sont pris directement à Longoria, à Ribalta et à toutes ces équipes par rapport à des sujets qui touchent le centre de formation et autres. Bon, ça reste un peu flou, mais ce qui est sûr, c'est que les supporters aujourd'hui sont extrêmement remontés contre la direction, sont extrêmement remontés contre les joueurs. Et il y a une cassure qui est vraiment visible, même dans le stade, le dernier match au Vélodrome. On avait l'impression que face à Metz, qu'on n'était pas dans le stade Vélodrome, qu'il n'y avait pas d'engouement, pas de ferveur. Le supporter marseillais, il est atypique dans sa manière d'encourager. Il a vraiment besoin de ressentir que les joueurs se donnent tout sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, souvent le public marseillais se retourne contre ses propres joueurs parce qu'ils estiment qu'ils ne font pas les efforts nécessaires et qu'ils ne sont pas à même de porter ce maillot mythique. Donc il y a vraiment aujourd'hui, il se passe vraiment des choses qui vont probablement sonner le glas de la direction en fin de saison, probablement un départ de Pablo Longoria. Tout le monde pense que c'est déjà acquis et acté que Mehdi Benassia et Stéphane Tessier prendront la suite probablement pour le mois de juin. Donc ça reste une saison noire comme Marseille en a l'habitude depuis pas mal d'années. Bilal, je sais pas si tu te souviens du match aller, mais moi je l'ai regardé récemment, je l'ai revu en revenant dessus, j'ai quand même été frappé de voir à quel point l'OM a changé en quelques mois. On parle d'effectifs, on parle de staff, même d'atmosphère autour du club. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces derniers mois et notamment sur les changements induits lors du mercato hivernal? Alors oui, depuis le match aller, il y a eu quand même pas mal de changements, hein. Je me souviens de ce match aller, j'ai eu l'opportunité d'être au stade sur ce match-là. J'avais vu une équipe de Brest vraiment séduisante qui manquait d'adresse dans le dernier geste. On avait énormément souffert, on avait remporté ce match de manière un peu aléatoire avec une entrée de Vitinha, le fameux Vitinha, avec une entrée fracassante de Vitinha qui avait permis à l'OM de l'emporter. Mais on voyait déjà un prémisse de ce qu'on n'aimait pas avec Marcelino. Donc ouais, il y a eu un changement d'entraîneur, des joueurs qui sont partis depuis le match aller. Je pense à Vitinha, je pense au Brésilien Lodi. Il y a l'entraîneur qui est parti, donc il y a eu beaucoup de changements entre le match aller et le match retour. Cet hiver, le mercato, c'est un mercato un peu en dents de scie, avec des doublures type Onana, type Garcia, qui sont pas des joueurs qui ont la stature pour représenter l'Olympique de Marseille. Mais il fallait combler des postes avec un choix stratégique cet été autour de joueurs africains qui malheureusement sont tous partis à la CAN. Il y a des problèmes contractuels avec notamment un joueur avec Pape Gueye qui est écarté du groupe, qui va arriver en fin de contrat, avec une situation contractuelle qui a failli pénaliser le club et qui a pénalisé le joueur pendant plusieurs mois. Il y a le départ de Lodi avec une offre assez incroyable de 25 millions d'euros alors qu'il était pour le moment un flop sur la première partie de saison, remplacé par Quentin Merlin. Et on a bien évidemment le départ de Vitinha, le match face à Monaco a sonné le glas pour Vitinha, tellement ce côté maladroit n'arrivait plus à passer au sein de l'équipe et en interne. Donc départ de Vitinha, arrivée de Mumbagna de Bold, qui a fait un début plus ou moins intéressant avec un profil qui peut ressembler un peu à du Mofi dans le gabarit, dans la manière de se déplacer, dans la manière de jouer dos à la cage. Il apporte une solution un peu nouvelle au coach. Euh, et voilà un petit peu sur le mercato. Donc des arrivées qui, pour nous, supporters marseillais, on voit ça comme une régression sur les dernières années sur le travail qu'avait fait Longoria. Donc c'est une équipe qui arrive en plein doute avec des joueurs nouveaux. On va dire que Merlin et Moubania sont les joueurs sur lesquels on peut dire il y a une réussite là, sur ce mercato là, sur le début de leur match.
Mais voilà, c'est un mercato par rapport à la saison dernière où il y a eu Malinowski, Unai et Vitinha qui arrivaient avec l'étoile de grand espoir, avec Malinowski avec un joueur confirmé de Ligue des Champions, et avec Unai qui sortait d'une Coupe du Monde incroyable. On va dire que là, on est retombé sur Terre, quoi. Lors de ce match aller, justement, l'OM de Marcelino l'avait emporté, mais il faut quand même être honnête, l'OM n'avait pas franchement convaincu. Les Brestois étaient repartis du Vélodrome avec pas mal de regrets, des grosses occasions manquées et juste un OM ultra réaliste dans les deux surfaces. Depuis, bon, tu l'as dit, il y a eu un changement de coach à l'OM. Maintenant, c'est Gennaro Gattuso qui est aux manettes, sans convaincre. Au match aller, moi j'avais vraiment ressenti qu'on s'était quand même sacrément fait balader par Brest. J'avais trouvé l'équipe de Brest vraiment, vraiment séduisante. Et je me posais la question, est-ce que c'était Brest qui était séduisante ou est-ce que c'était nous qui étions pas du tout encore prêts avec un nouvel entraîneur et un nouveau système, avec un changement quand même drastique entre la vision Tudor et celle de Marcelino. Force est de constater que la réponse il y avait un peu des deux, c'est que Brest voilà, a montré jusqu'à maintenant qu'elle était une belle équipe de Ligue 1 et que l'OM allait connaître des difficultés. Donc Gattuso, il arrive dans une situation assez ubuesque. Il prend le pari d'essayer de remonter l'OM avec un contrat atypique. S'il qualifie l'OM à la Ligue des Champions, son contrat est prolongé. Il arrive auréolé d'une réputation assez mitigée. C'est pas quelqu'un à qui on retient le style de jeu. Voilà, on n'est pas sur du Tudor, on n'est pas sur du Sampaoli, on n'est pas sur si je devais te citer en Ligue 1, sur du Franck Hez ou du Will Steele, mais on est sur un entraîneur qui est en mode mission commando. Ça nous rappelle la belle époque de Pascal Duprat. Sauf qu'à l'OM, la mission commando, elle démarre dès le début de saison. Donc avec un modèle en 4-3-3, sauf que dans son 4-3-3, il a les éléments qui ne sont pas en adéquation avec son modèle. Sachant que le mercato avait été construit avec un 4-4-2 à plat. Et aujourd'hui, on s'est tapé toute la première partie de saison avec Correa, donc, qui est un immense flop. En ailier gauche, avec Ismail Assar ou Ndiaye en ailier droit, qui sont des flops aussi. Et avec Aubameyang en pointe qui, entre guillemets, est capable d'éclair, qui a des stats vraiment intéressantes, mais qui, dans les matchs, parfois passe totalement au travers. Surtout qu'il vient remplacer un Alexis Sanchez qui avait fait une saison totalement monstrueuse, aussi bien dans le jeu que dans les stats. Donc voilà, Gattuso, il a aussi entre son 4-3, il a eu du mal, il a perdu contre Monaco, il a perdu contre Nice, en Coupe d'Europe, il perd contre Brighton. Et au fur et à mesure, commence à s'installer dans sa tête la possibilité de passer à 3 derrière. Par la force des blessures, il y a Rongier on perd Rongier au mois de novembre. Et ça a sonné vraiment la révolte chez Gattuso de se dire je vais devoir passer à 3 même si j'aime pas du tout ce système-là. Donc, et derrière s'ensuit 4 victoires sur 5 matchs avec un match en Coupe d'Europe face à l'Ajax et avec un Aubameyang revanchard et qui nous fait un mois de décembre monstrueux, qui marque quasiment 7 buts en 4 matchs et autant de passes décisives quasiment. Donc c'était un peu l'éclaircie dans cette saison morose. Et là, retour de Cannes, comme il y a eu beaucoup de blessés, des absents, il reste sur son 4-3-3 et tout le monde se dit mais pourquoi il reste sur ce système-là? Parce que les joueurs qu'il a recrutés, en plus, il a recruté des pistons et il a recruté aussi un attaquant de pointe, donc pourquoi pas passer en 3-5-2 comme faisait un peu Tudor. Mais en tout cas, il a entêté et là, on le sent vraiment perturbé. Il y a une punchline qui a été sortie à la fin du match d'hier face au Shakhtar où il dit sincèrement je ne sais pas comment entraîner ce type d'équipe. Il dit c'est la première fois dans ma carrière où mentalement l'équipe elle se fait tout le temps remonter à la fin et il y a une fracture mentale. Donc Gattuso, je parierai pas sur une fin de saison avec Gattuso. Peut-être qu'il partira avant selon les résultats. On va passer directement au match de dimanche, celui qui arrive. En bref, si Brest veut battre Marseille, c'est quoi la clé aujourd'hui? C'est quoi le meilleur moyen de faire perdre pied à cette équipe marseillaise qui a besoin de gagner, on le rappelle? En fait, si je devais te donner un match référence pour faire mal à l'OM, pour moi, un des matchs où l'OM a le plus souffert, c'est face à Strasbourg. Parce que avec un côté athlétique, avec beaucoup d'agressivité, Strasbourg avait fait très mal et a été très maladroit dans le dernier geste. Et c'était un miracle qu'on s'en sort en gagnant 1-0 et qu'ils ont égalisé à la 93e minute de jeu.
Mais la clé pour Brest sur ce match-là, elle est exclusivement mentale. Exclusivement mentale. Il y a des failles dans l'équipe aujourd'hui, notamment sur les couloirs, où tu as des joueurs offensifs qui ont énormément de mal, que ce soit Ndiaye, que ce soit Sarr, que ce soit Correa, Aubameyang. Offensivement, c'est très limite. Et on a un joueur qui est dans une situation très compliquée, c'est Jonathan Klaus. Bah, il a encore fait une boulette incroyable face au Shakhtar. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a le retour de Chancel Mbamba. Il y aura une vraie surprise de savoir est-ce que l'OM restera à 4 derrière. Il y a des éléments très friables en ce moment. Donc on a un gros problème défensif en ce moment avec Samuel Gigot qui est totalement hors de fraîcheur mentale, j'ai envie de dire. Il est dans le dur. Il est encore fautif sur le dernier but face au Shakhtar. Klaus derrière qui est vraiment dans le dur. C'est peut-être Balerdi et Merlin qui sont peut-être plus intéressants. Mais encore dans le duel, Merlin c'est très léger dans le 1 contre 1. Donc si Brest force sur les couloirs, vous allez pouvoir faire très 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 mal à cette équipe qui a énormément de mal à défendre sur les couloirs. Cette saison encore est peut-être plus que d'ordinaire. L'Olympique de Marseille donne l'impression d'être un grand patchwork d'individualités. Alors on va parler de ces individualités. Aujourd'hui, c'est qui les hommes forts à Marseille? C'est qui les hommes qui sont en forme sur ces dernières semaines et qui peuvent permettre à Marseille de faire un match finalement assez moyen, mais s'en sortir? L'OM, ça a toujours été une somme d'individualité, mais qui parfois peut devenir un collectif avec des éléments extérieurs qui peuvent soit booster, soit faire couler l'équipe. Là, cette année, si je devais te donner les éléments forts de l'OM cette année, je te dirais vraiment, bon, Mbamba et Balardi sont vraiment les joueurs qui font vraiment une saison très correcte. Paul Lopez, aussi on peut dire qu'il a mal démarré, mais ça va mieux. C'est Jordan Verretou qui est vraiment l'homme fort du milieu de terrain, parce que, que ce soit Rongier qui est blessé, Kondogbia qui est un flop, Onana qui est très moyen, Pompab Gay qui ne joue pas, donc ça fait beaucoup d'absents quand même au milieu de terrain. Et Aziz Ounahi qui est un joueur qui a besoin que l'effectif tourne bien pour mettre en avant ses qualités. Et en fait, tu as Pierre-Emerick Aubameyang qui est le fer de lance de l'attaque, mais qui est capable de passer au travers de matchs et qui n'a pas assez d'influence dans le jeu. Après, on a voilà, des joueurs qui peuvent sortir sur un match, une prestation comme Aminarit, mais son retour de la CAN est difficile. Donc finalement, la colonne vertébrale forte, si Verretou n'est pas là dimanche, c'est une grosse perte pour l'effectif marseillais. Et le pendant inverse, c'est qui les points faibles de l'OM, les joueurs qui vous plombent un peu ces derniers temps? Bon, les points faibles, j'ai envie de te dire, je te les ai donnés tout à l'heure. Samuel Gigot qui est dans le dur, Jonathan Klaus très mauvais, Kondogbia très mauvais, Ndiaye, Luis Enrique ou Sarr très mauvais sur les couloirs, Merlin bon offensivement mais très moyen défensivement. Donc voilà, Ounahi très léger dans le duel mais très bon avec le ballon, mais si tu fais un pressing constant et si tu mets de l'impact, il est dans la difficulté. Et Amin Harit qui est un peu intermittent, qui a du mal dans le dernier geste, qui est capable de fulgurance mais qui a du mal dans le dernier geste. Et Moumbagna qui est la nouvelle recrue, qui a on va dire des carences techniques mais qui le compense par un gabarit très avantageux dans le duel. Je me permets de renverser un peu le schéma et de te demander un peu ton avis sur cette équipe brestoise et notamment s'il y a un joueur brestois qui t'inquiète en particulier, qui peut faire la misère à ce Marseille dimanche selon toi. Après, joueur de Brest, on sait que Magnetti, voilà, pur sang marseillais, il aime ce genre de match-là. Si on devait pour moi se méfier d'un joueur, c'est toujours Pierre-Elias Milou hein, qui a encore mis un but exceptionnel face à Clermont, qui est un peu le métronome et je ne vois pas aujourd'hui dans le milieu marseillais avec tous les absences et les blessures des joueurs capables de l'embêter tout le long du match. Donc pour moi la clé c'est Pierre-Elias Milou si je devais te citer un joueur. Voilà, c'est un beau collectif. J'aime bien aussi Bradley Loco qui fait une bonne saison. Marco Bizot, l'absence de Bizot va peut-être nous être avantageuse, parce que c'est quand même un très bon gardien de Ligue 1. Et c'est toi qui me l'avais annoncé déjà en début de saison dernière. Donc, ouais, je te dirais vraiment Pierre Lasmelou, pour moi, la pierre angulaire de votre équipe.
Bilal, on va finir sur un classique. C'est quoi ton pronostic pour ce choc? Pronostic, je vois bien un partout entre les deux équipes. Ouais. Je vois bien un match nul. Je ne vois pas perdre, je ne vois pas gagner. Donc un petit un partout, ça nous irait, j'ai envie de te dire, vu la situation dans laquelle on est. Eh bien, merci beaucoup Bilal pour ton temps, pour tes éclairages. On se retrouve au stade Francis Leblay ce dimanche, match à 20h45 en prime time. On l'a dit, Brest sera privé de plusieurs forces, à savoir Marco Bizot, Mady Camara, la tribune Quimper évidemment. Mais au rayon des bonnes nouvelles, Lilian Brassier, lui, sera finalement présent pour ce qui serait, malgré les dynamiques, malgré les forces en présence, un exploit. Parce que pour Brest, il faut se souvenir d'où l'on vient, il faut se souvenir qui on est. Battre l'Olympique de Marseille, c'est toujours un exploit qu'on espère réaliser cette saison une nouvelle fois. En tout cas, réponse ce dimanche soir. Bon match à tous et allez Brest.